Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de lesbianisme politique. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. La première c'est que c'est un sujet qui est constamment débattu sur Twitter et souvent par des personnes qui ne s'y connaissent pas ou qui ne sont pas assez intéressées au sujet avant d'en débattre, donc elles parlent de choses qu'elles connaissent pas tout simplement. Deuxièmement parce que je pense que ça pourrait aider certaines d'entre vous. J'imagine qu'il y a beaucoup de filles qui me suivent, mais certaines d'entre vous du coup à assumer ou du moins à comprendre leur identité ou leur orientation sexuelle. Et aussi je pense que c'est un sujet fondamental dans le féminisme en général parce que le lesbianisme politique refuse une forme de féminisme hétérosexuel et souvent blanc, enfin qui est associé au white feminism, qui se voudrait universaliste, et parce qu'aussi les féministes elles-mêmes ne sont pas exemptes de lesbophobie, et c'est un sujet qu'on se doit d'aborder. En cherchant des sources pour étayer cette vidéo, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait absolument pas de vidéo sur le sujet, à part une, en tout cas sur le YouTube français, que je vous mettrai en barre d'infos. Et c'est une vidéo qui date de 2020, donc il est grand temps de remédier à cette invisibilité totale du sujet pour enfin filmer cette vidéo dont je repousse la préparation depuis au moins 6 mois. J'ai donc pas mal préparé cette vidéo, ce qui est la raison pour laquelle je vais regarder en bas, parce que je me suis fait tout un document et tout, genre vraiment tout est prêt et je suis super contente de vous la filmer aujourd'hui. Genre vraiment c'est un projet qui me tient à cœur. Donc j'espère que ça vous intéressera tout ça. J'ai, avant de commencer, quelques informations complémentaires à apporter. En complément de cette vidéo qui se veut sommaire et non exhaustive, j'ai écrit un article sur mon blog dans lequel je cite les ouvrages que je vais évoquer ici et où je vais vous mettre tous les liens vers les ouvrages cités et d'autres ressources complémentaires si vous voulez un peu approfondir le sujet, vous intéresser à tout ça en profondeur. Aussi, en plus de cette vidéo et de l'article qui est rattaché, et parce que je sais que le sujet est assez complexe et que c'est pas dans une vidéo de 10-20 minutes que vous allez tout comprendre, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire un live en mode FAQ afin de répondre du coup aux interrogations que vous pourriez avoir après visionnage de la vidéo et ou, mais si possible, et lecture de l'article. On se retrouvera donc ce jour-là à cette heure-là, je vais vous mettre les informations ici parce que je sais pas quand est-ce que je vais éditer cette vidéo. Et si vous ne pensez pas pouvoir être là et que vous le savez déjà, mon lien CuriousCat est en barre d'infos comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions anonymement et j'y répondrai pendant le live et vous pourrez regarder la rediffusion du live. On va essayer d'arrêter de faire ça. Cette vidéo et l'article donc sera en 4 parties. La première c'est les définitions, je vais juste revenir sur des notions un peu essentielles pour comprendre ce de quoi on va parler. Ensuite il y a une partie historique où on va revenir notamment sur les différentes vagues du féminisme et dans quel mouvement féministe en particulier le lesbianisme politique s'inscrit. Ensuite on aura un côté théorique où je vais m'arrêter sur certains textes qui encore une fois seront liés dans l'article. La plupart sont disponibles gratuitement sur internet. Donc on va s'arrêter sur quelques textes, vraiment pas tous les textes qui ont été écrits dessus, sinon on va pas y arriver. Et la dernière partie, ce sera assez sommaire, c'est juste une partie pratique un peu, comment est-ce que ça se traduit dans la vie de tous les jours et comment est-ce que ça se met en pratique tout simplement. On va commencer maintenant en définissant quelques termes essentiels. Je vais lire parce que je ne connais pas mon texte par cœur, je suis profondément désolée. Le lesbianisme tout d'abord s'oppose à l'hétérosexualité. Est-ce que j'ai besoin de préciser ce que c'est? Attirance romantique ou sexuelle pour le genre opposé du sien, et diffère de la bisexualité qui est une attirance peu importe le genre de la personne en face. On va pas revenir sur le débat bi-pan. Je pense que la pansexualité c'est juste une version dépolitisée de la bisexualité. Je ne pense pas que la bisexualité soit une orientation transphobe. Je ne crois pas à la définition de la bisexualité qui exclut tout simplement les personnes trans ou les personnes non binaires. Le lesbianisme donc désigne l'attirance sentimentale ou sexuelle éprouvée par une femme pour une autre femme, et ce exclusivement. C'est-à-dire que la lesbienne, contrairement à la femme bi, ne peut être attirée par un homme. Je parle pas ici des personnes non binaires parce que c'est pas vraiment important dans le sujet dans lequel on va parler. Je pense que les lesbiennes peuvent très bien être attirées par des personnes non binaires, mais c'est vraiment pas la question aujourd'hui. Genre, on va éviter de rentrer dans tous les débats possibles autour du lesbianisme dans une vidéo. On parle aussi d'homosexualité féminine ou de saphisme en référence à Sappho, poétesse grecque du 7e siècle avant JC, connue pour ses amants lesbiennes. J'ai cité notamment un poème dans mon article qui s'intitule « À une femme aimée », ce qui est quand même assez explicite je pense. Ensuite, une autre définition qui va être assez importante, c'est le matérialisme, qui peut être appelé matérialisme historique ou matérialisme dialectique. C'est une théorie marxiste formulée donc logiquement par Marx et Engels, qui sont les auteurs du manifeste du Parti communiste, publié en 1848.
C'est une philosophie de l'histoire, je cite Wikipédia, selon laquelle les événements historiques sont déterminés non pas par des idées mais par des rapports sociaux. Donc le matérialisme place la lutte des classes au centre de l'histoire et en fait un rapport de force sous-jacent aux relations humaines. C'est important pour la suite. Le féminisme matérialiste maintenant. Le féminisme matérialiste est un mouvement féministe radical issu de la deuxième vague du féminisme. On va y revenir dans 2 secondes. Cette deuxième vague, donc, elle se concentre sur la place de la femme dans la sexualité et la famille, et elle s'intéresse notamment aux violences conjugales et aux violences misogynes en général. Le courant matérialiste met les outils du marxisme au service du féminisme. Ainsi, le patriarcat est théorisé comme un système social et politique, et les rapports hommes-femmes sont abordés comme une opposition sociale et non biologique. Donc concrètement, c'est juste qu'on va pas partir du principe que la séparation entre hommes et femmes est une séparation sexuelle au sens biologique ou scientifique ou tout ce que vous voulez, mais c'est une séparation qui est créée en fait après la naissance, c'est une séparation genrée créée par la culture dans laquelle nous vivons, par la société. À l'instar du marxisme qui vise à l'abolition des classes sociales, le féminisme matérialiste vise l'abolition des classes genrées et par extension du genre lui-même. Enfin, le lesbianisme politique, aussi appelé lesbianisme radical, est un courant rattaché au féminisme matérialiste, en ce qu'il prône la lutte contre le patriarcat en tant que système politique. L'idée majeure du lesbianisme politique, idée que l'on va développer dans cette vidéo, est que cette lutte peut se mener au niveau individuel via le refus de soutenir l'hétérosexualité et de relationner avec des hommes. Par relationner, j'entends avoir des relations avec, ça peut être amical, sexuel, romantique, tout ce que vous voulez. Pour développer correctement cette idée et vous apporter un contexte nécessaire à sa compréhension, cette étude non exhaustive, vraiment je le précise, mais non exhaustive du lesbianisme politique, via ce texte phare, va se faire en 3 temps, comme je l'ai dit. D'abord l'histoire de sa naissance et son développement, ensuite l'exposition de sa théorie et de ses principes politiques, et enfin les moyens de sa mise en place, ainsi qu'une brève démonstration de son utilité pratique et individuelle. Pour le point historique donc, on va commencer par recontextualiser le féminisme matérialiste dans son ensemble, c'est-à-dire dans le féminisme en général. Et la première chose à savoir, c'est que le féminisme états-unien et occidental, un peu plus généralement, s'est construit en vagues qui correspondent en fait à des mouvements tout simplement, à des mouvements du féminisme qui vont s'attacher à des problématiques différentes. Petit cours de féminisme. Le féminisme de la première vague date du milieu du 19e siècle. Il a surgi avec la révolution industrielle, il est centré sur l'obtention du droit de vote et du droit du travail, et il est majoritairement bourgeois, libéral et essentialiste. L'essentialisme, c'est une pensée selon laquelle le genre est une réalité biologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction faite chez les essentialistes entre sexe et genre, et il n'y a pas de remise en question des rôles de genre, qu'on appelle aussi gender roles. C'était un féminisme, donc comme je l'ai dit, qui était plutôt porté par des meufs blanches bourgeoises, et c'était surtout centré sur le compromis, et il n'y avait pas de recherche non plus extrême d'égalité ou quoi, enfin on essayait d'avoir des droits un peu basiques et c'était déjà bien quoi. La deuxième vague qui a surgi dans les années 1960-70 prend place après la Seconde Guerre mondiale et elle cherche non plus ce compromis de la première vague dont je parlais, mais le renversement vraiment du système patriarcal en tant que tel, donc en tant que système oppressif. Le féminisme va se diviser rapidement en plusieurs courants qui vont se compléter ou s'opposer. Donc à l'époque, on aura certaines féministes qui vont critiquer l'institution du mariage, d'autres qui vont souhaiter une continuation des objectifs de la première vague, etc. C'est à cette période aussi que le féminisme se diversifie au contact des combats des militants et militantes antiracistes et ou LGBTI+. Et sinon, en général, c'est un courant qui va se concentrer sur la question de la sexualité des femmes, comme je l'ai dit, via des débats sur la contraception ou entre autres sur la notion de maternité. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui va être assez centré aussi sur la redéfinition de ce que c'est que la féminité et que être une femme. Et ça va être un peu une remise en cause justement de ce qu'est la femme et de ce qu'est la femme dans un système patriarcal. Ensuite, la troisième vague dans les années 80 va marquer la généralisation de l'intersectionnalité ou convergence des luttes. Cette convergence, c'est une observation du croisement entre les différentes discriminations qui va finalement prôner un féminisme à même de prendre en compte ces croisements. Donc on pense au féminisme noir ou afroféminisme, au féminisme queer, aux féministes ouvrières ou prolétaires, etc. Enfin, la quatrième vague qui est très récente et qui n'est pas immensément théorisée, c'est celle des années 2010 et elle désigne l'engouement renouvelé pour le féminisme grâce aux réseaux sociaux. C'est une vague donc qui se concentre sur la lutte contre le harcèlement et les agressions sexuelles et qui est incarnée entre autres par le mouvement MeToo, que vous connaissez bien, j'espère.
La période qui va nous intéresser personnellement dans cette vidéo, c'est celle des années 1960 et 80, c'est-à-dire la fin de la deuxième et le début de la troisième vague, pendant lesquelles va naître le lesbianisme politique. S'il commence à se développer pendant la deuxième vague, la plupart de ces textes phares justement vont être publiés durant la troisième vague féministe, et on pense notamment à Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence d'Adrienne Rich, publié en 1980, ou en 1981 Love Your Enemy de Sheila Jeffreys, qui est un pamphlet et on va revenir dessus. En plus de ça, si les origines de sa naissance vous intéressent, je vous laisse aller voir mon article dans lequel j'ai cité un passage du travail de Maria Abreu qui s'intitule « De quelle histoire le féminisme matérialiste français est-il le nom ?» et j'ai cité juste 2 petits paragraphes qui vous permettront de mieux comprendre la manière dont c'est né dans le contexte de ces années-là, mais on va pas s'arrêter dessus aujourd'hui. On va maintenant passer à la partie théorique et aux éléments centraux dans la compréhension du lesbianisme politique en s'arrêtant sur quelques-uns de ses ouvrages phares parce que moi j'apprends en lisant des livres. Bref. Le texte le plus récent que j'ai pu trouver c'est en 1971 un pamphlet qui a été publié qui s'intitule Lesbianism and Feminism et qui a été distribué par l'Union de libération des femmes de Chicago. Bien que quelque peu daté, il propose cependant une réflexion nécessaire sur les rapports entre féminisme et lesbianisme dans les années 1960-70, et il tente de définir la place justement du lesbianisme dans le mouvement féministe en répondant à des questions telles que peut-on être féministe sans être lesbienne? Être lesbienne suffit-il à lutter contre le patriarcat ou à s'extraire du schéma hétéronormatif de notre société? Et plein d'autres questions intéressantes. Il y a des éléments, comme je l'ai dit, qui sont un petit peu dérangeants quand on les lit de notre point de vue de 2021. 2020, on n'est pas du tout en 2021. De 2020, mais ça reste un texte qui permet d'assez bien comprendre les altercations et les interactions entre ces deux mouvements. Ensuite, en 1980, c'est Adrienne Rich, qui est une théoricienne féministe matérialiste, qui publie Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, qui est un article majeur et central dans le développement du lesbianisme politique et qui a été traduit en français sous le titre La contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne, qui a été intégré dans un livre qui est sorti en 2010 qui s'intitule La contrainte à l'hétérosexualité et autres essais, où du coup vous avez cet essai-là et d'autres qu'elle a écrits. Dans cet essai en particulier, elle s'intéresse au discours féministe de l'époque, plus ou moins ignorant de la notion de lesbianisme, et elle ramène cette ignorance constatée et ce rejet en fait du lesbianisme par les féministes elles-mêmes à ce qu'elle nomme Compulsory Heterosexuality, l'hétérosexualité compulsive, ou prescriptive on va pas y arriver, ou hétérosexualité prescrite. On va y arriver. Elle définit ce concept-là qui est vraiment central dans la pensée matérialiste et qui est, je pense, la notion à retenir quand il s'agit de lesbianisme politique, enfin c'est vraiment le truc central de base. Elle le définit donc comme le résultat de, je cite, la contrainte à l'hétérosexualité pour les femmes comme un moyen d'assurer le droit des hommes à un accès aux femmes qui soit physique, économique et émotionnel. C'est une contrainte donc qui se met en place via le culte de la maternité, l'invisibilisation du lesbianisme, qui va faire de l'hétérosexualité la seule option possible, ou encore l'affirmation de la supériorité de l'homme via son intelligence, sa rationalité, son objectivité, etc. Elle écrit notamment, je cite, que pour les femmes, l'hétérosexualité n'est peut-être même pas du tout une préférence, mais quelque chose qui doit être imposé, dirigé, organisé, loué par la propagande et maintenu par la force. Tout est dit, je pense. Pour résumer, l'hétérosexualité compulsive désigne la contrainte à l'hétérosexualité imposée par le patriarcat, et ça englobe aussi ses effets au niveau individuel. Pour une femme, quelle que soit son orientation romantique et sexuelle, c'est une recherche constante de validation masculine, une tendance à chercher la compagnie amoureuse ou amicale des hommes plutôt que des femmes, une volonté apparente et généralisée finalement de relationner avec les hommes, même lorsque l'envie n'y est pas. C'est aussi plus spécifiquement ce qui limite les choix des femmes, en ce sens que l'hétérosexualité compulsive vient refuser le lesbianisme et enfermer les femmes dans une obligation à considérer les hommes et leur regard sur elles, à voir finalement les relations avec les femmes comme moindres ou dénuées de valeur. Et je vous ramène ici vers les paroles de Katy Perry dans I Kissed a Girl, qui sont des paroles que Katy Perry depuis a remis en question, mais qui restent vraiment emblématiques de cette sous-valorisation des relations entre femmes. Et c'est un peu dans cette même idée-là que l'hétérosexualité compulsive va renforcer, voire va mener à la misogynie et à la lesbophobie intériorisée. Petit point définition. La misogynie intériorisée désigne la capacité pour une femme d'être misogyne envers elle-même ou les autres femmes à cause de biais sexistes intégrés par le fait même de grandir dans une société patriarcale. Elle peut se traduire entre autres par une tendance au slut-shaming et au dénigrement généralisé des autres femmes. De même, la lesbophobie intériorisée correspond à une intériorisation chez la femme lesbienne
ou souvent en questionnement des biais lesbophobes causés par une société misogyne et homophobe, la lesbophobie étant justement la conjonction de ces deux discriminations. Après Adrienne Rich, c'est Sheila Jeffreys qui, en 1980, va publier Love Your Enemy, The Debate Between Heterosexual Feminism and Political Lesbianism, un pamphlet qui a été publié par le Leeds Revolutionary Feminist Group, qui pensait cette discussion justement particulièrement importante dans les milieux féministes. L'idée globale qui est développée, c'est que l'hétérosexualité devrait être abandonnée complètement par les féministes, car elle est une composante essentielle de la domination patriarcale. Je cite: « C'est précisément via la sexualité que l'oppression fondamentale qui est celle des hommes sur les femmes est maintenue. » Le couple hétérosexuel y est décrit comme l'unité de base de la structure politique de la domination masculine, car il renforce l'oppression patriarcale au niveau individuel, voire intime, en rendant plus difficile l'identification d'un ennemi commun, les hommes, et l'organisation d'une révolte féminine. Pour éclaircir un petit peu, en gros, c'est le fait qu'on garde des hommes dans notre vie auxquels on va être attaché et dont on va prendre en compte la parole, ça va finalement freiner cette idée que dans le féminisme, on est contre tous les hommes en tant que groupe social qui est ennemi, en tant que tous les hommes parce que tous ont une forme de pouvoir inégal sur nous, et voilà, ça va cloud our judgment d'avoir des relations très proches et souvent amoureuses et sexuelles avec des hommes alors qu'on les combat d'un autre côté en fait. La pénétration que l'on considère bien sûr uniquement dans le cadre de relations cis-hétérosexuelles. C'est des textes qui sont un peu vieux, donc évidemment il y a des éléments qui sont datés, mais je précise. Juste pour clarifier, si je précise relations cis-hétérosexuelles, c'est pas du tout pour dire que les personnes trans n'ont pas leur place dans ce sujet, ce qui est bien évidemment faux. C'est surtout que les couples qui incluent des personnes trans fonctionnent avec des dynamiques qui sont probablement différentes et sur lesquelles je vais pas me prononcer parce que je les connais pas et que c'est pas mon domaine de connaissance, on va dire. Et quand je parle de pénétration, du coup, c'est seulement quand c'est un homme sur une femme. Ce qui en soi n'exclut pas évidemment les personnes trans, mais comme je l'ai dit, voilà, c'est des dynamiques que je connais pas forcément et sur lesquelles je ne veux pas prendre toute la parole. J'étais donc en train de dire que la pénétration y est vue ici comme une performance qui ne prend pas en compte le plaisir de la femme, sans blague, mais aussi comme un moyen de renforcer la domination patriarcale à une époque où le mouvement féministe progresse énormément. Alors ce qu'elles expliquent en gros, c'est que on a eu une même progression d'un côté du féminisme qui commençait à gagner de plus en plus de droits pour les femmes, et de l'autre la libération sexuelle qui finalement cacherait un encouragement des femmes à relationner toujours plus avec les hommes et en quelque sorte à rééquilibrer la balance, dans le sens où plus les femmes gagnent de droits, plus on va valoriser et encourager le fait d'entrer en relation avec des hommes pour en quelque sorte sécuriser le tout et empêcher une révolte totale contre tous les hommes et contre évidemment le patriarcat. La suite du pamphlet, donc là c'est surtout sur 2 pages que les idées sont développées. La suite, c'est une série de questions-réponses qui tout simplement permettent d'éclairer les interrogations fréquentes des féministes qui sont soit hétérosexuelles, soit en relation hétérosexuelle. Enfin, c'est en 1992 que Monique Wittig, qui est assez connue en ce moment, enfin j'ai l'impression que tout le monde se met à la lire en ce moment, ce qui est bien, publie The Straight Mind and Other Essays, qui est une collection d'essais qui a été traduite et publiée en français en 2001 sous le titre La pensée straight. Et je cite notamment cette citation qui explique bien ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début. Je cite, quote, « Dans une situation désespérée comparable à celle des serfs et des esclaves, les femmes ont le choix entre être des fugitives et essayer d'échapper à leur classe, comme le font les lesbiennes, et ou renégocier quotidiennement, terme à terme, le contrat social. La seule chose à faire est donc de se considérer ici même comme une fugitive, une esclave en fuite, une lesbienne. » En aparté, je note évidemment que le parallèle esquissé avec l'esclavage n'est simplement pas judicieux du tout et nécessiterait dans un essai plus développé d'être remis en question. Cependant, je voudrais relever l'importance de cette image de renégociation du contrat social hétérosexuel via la promotion du lesbianisme, parce que c'est vraiment une tentative de refonder les relations humaines et surtout les relations entre femmes en refusant un contrat qui tout simplement est inégal et qui ne bénéficie absolument pas aux femmes, genre jamais, dans aucun aspect de leur vie. Je pense que c'est assez clair. Pour résumer donc, la théorie majeure du lesbianisme politique, c'est l'idée que l'hétérosexualité dans le cadre d'une société patriarcale est un outil qui permet à la domination masculine de pénétrer littéralement et symboliquement les femmes à un niveau intime et individuel.
Refuser l'hétérosexualité, c'est refuser le patriarcat dans sa forme la plus insidieuse, c'est surtout préférer la compagnie amicale ou romantique et souvent très politique des femmes. On passe donc à la dernière partie qui est assez courte mais qui est nécessaire et qui peut-être vous permettra de mieux appréhender et de donner surtout une forme concrète à ce que je suis en train de dire. En pratique donc, le lesbianisme politique se présente comme une solution et une échappatoire possible pour les femmes, qu'elles soient hétérosexuelles, bisexuelles ou lesbiennes, notamment lorsqu'elles en sont encore au stade du questionnement et qu'elles ne savent pas exactement vraiment quelle est leur orientation exacte et si elles sont notamment plutôt bi ou lesbiennes. Le lesbianisme politique prend forme dans un refus et un questionnement de l'hétérosexualité compulsive. Il s'agit donc de différencier attirance réelle et attirance prescrite par une société hétéronormée. Surtout, il s'agit de refuser consciemment les relations avec les hommes et d'encourager celles avec des femmes en faisant un travail d'apprentissage sur soi-même. On doit ainsi apprendre à aimer les femmes, ce qui diffère grandement des formes de l'amour hétérosexuel, à rechercher leur compagnie et à s'extraire petit à petit d'une vision patriarcale et hétérocentrée ou hétéronormative des relations amoureuses / sexuelles. Le lesbianisme politique, vraiment, c'est une idée que je défends et que je trouve importante, c'est une forme de protection des femmes. S'extraire des relations hétérosexuelles, c'est avant tout s'extraire de relations amoureuses où la dynamique de pouvoir est fondamentalement déséquilibrée, et ce, quel que soit le niveau de conscience politique de l'homme impliqué. C'est aussi s'extraire, et c'est surtout s'extraire du danger omniprésent des violences conjugales sous toutes leurs formes majoritairement présentes dans les relations cis-hétérosexuelles, et je vous renvoie là aux statistiques relatives au viol et au féminicide, parce que c'est juste très clair. Si ça vous intéresse, et vraiment je vous y encourage grandement, un premier pas possible vers le questionnement de notre hétérosexualité compulsive, qu'on soit hétéro, lesbienne ou bi ou en questionnement, c'est un document que vraiment j'enjoins toutes les femmes du monde à consulter et qui s'intitule Am I a Lesbian et dont vous retrouverez le lien en barre d'infos. Le document est en anglais mais dès qu'il sera disponible en français je vous mettrai au courant quelque part peut-être. Mais voilà, c'est vraiment un document qui est hyper intéressant, qui vous permet de comprendre et de vous poser des questions sur vos propres relations aux hommes et sur les formes qu'elles prennent et sur votre attirance à vous. Vraiment, même si vous pensez que vous êtes 100% hétéro, je pense que c'est important de lire ça tout simplement. De toute façon, vous avez rien à y perdre, donc dans tous les cas, juste allez voir. D'une certaine manière, pour résumer un peu le tout, le lesbianisme politique découle d'une observation bien connue, c'est que, je cite, tout est politique, c'est-à-dire même les relations amicales, amoureuses et sexuelles. C'est à la fois un outil d'émancipation individuelle et une volonté de politiser l'intime afin de combattre un système de domination patriarcale qui s'exerce dans toutes les sphères de la vie d'une femme. Sur ce, je vais clore cette vidéo. Mais je vous rappelle donc avant ça que mon article, qui est un peu plus complet, est disponible en barre d'infos. Je vous rappelle aussi qu'on se retrouve à ce jour et 7h pour un live où vous pourrez me poser toutes vos questions et je prendrai le temps d'y répondre et d'expliquer les concepts si jamais vous en avez besoin. Si vous avez aussi des questions sur votre propre orientation et sur vos propres relations avec les hommes, avec les femmes, je pourrai répondre en mode courrier du cœur de clarinette, vous voyez. Sauf que ça prend la forme d'une propagande matérialiste, que voulez-vous. Mais voilà, je serai vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Tant que ça reste dans le sujet, on pourra en parler pendant 2 heures si vous voulez, ça me dérange pas. J'essaierai d'expliquer clairement s'il y a des choses que vous n'avez pas compris et j'essaierai de vous aider si vous avez besoin de mon aide parce que ça me ferait très plaisir de vous aider. Et je pense que c'est vraiment... je pense que c'est juste vraiment important qu'on en parle et je vois qu'il y a personne sur YouTube qui le fait, donc voilà ce que je vous offre, mes abonnés. Quelle chance vous avez aujourd'hui. Et évidemment, s'il y a des points qui vous dérangent ou quoi, vous pouvez débattre en commentaire, mais faites-le gentiment, SVPay. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être, je sais pas, je suis pas très active en ce moment. Mais j'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve dans le live. Je vous remets les informations ici. On se retrouve dans le live pour parler de tout ça et en discuter entre nous. Voilà, bisous, portez-vous bien. J'espère que tout va bien chez vous. Ciao.